Tu vois, les erreurs, elles sont là. Je vais plus parler de dynamique. À la place de se focaliser sur nos erreurs, moi, 80% de mon travail, c'était d'arranger ce qu'on fait pas bien. Mais le vrai gain, c'est aussi de savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est bon pour le futur de la société. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Au tacos. En 2018, quand je reviens habiter en France, je vois cette enseigne de restauration rapide partout en France. Je cherche à comprendre le phénomène et donc je vais rencontrer le fondateur. Je lui propose alors de venir nous raconter son incroyable épopée. Il hésite. Pourquoi ? Parce qu'il ne se met jamais en avant. Il a fini par accepter. Et aujourd'hui, j'ai la chance donc d'accueillir le créateur de l'une des chaînes de fast-food les plus connues en France. Né à Grenoble et issu d'un milieu modeste, il avait déjà en tête de créer une entreprise à l'adolescence, en lisant les magazines Capital que son frère achetait. Une fois son diplôme, en génie thermique en poche, il fait de son rêve une réalité, construit un véritable empire de tacos français avec ses 3 associés, dont son ami d'enfance et son frère. Un empire aujourd'hui fort de 300 restaurants à travers le monde, qu'il a quitté en 2021 pour se lancer dans une nouvelle aventure, l'investissement. Le temps d'une pause, il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, se confie sur ses succès, ses échecs, ses doutes et nous livre ses conseils. Bonjour, Silman Traoré. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais, je m'excuse auprès des auditrices et auditeurs, j'ai la voix un peu cassée, mais voilà, j'espère que ça ne sera pas trop douloureux à écouter. Silman, déjà c'est un prénom, moi j'en connais pas deux des Silman, t'en as déjà rencontré un autre Silman toi ? Non, du tout. On me reconnaît vite déjà. C'est ça, hein ? Il n'y en a pas deux. Et en plus, j'ai une voix particulière, donc... Ça marque. et tu sais d'où ça vient, toi, Silman ? Ça vient de mon homonyme. C'est un ami à mes parents. C'est ça. Qui est décédé et dont on m'a légué le prénom. Donc, dans la culture de la familia, c'était de prendre justement quelqu'un que tes parents connaissaient, aimaient bien, et de continuer, en fait, ce lien. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France avec les parrains. C'est un autre système, c'est une autre culture, mais c'est un peu le même principe. Avant de parler de la vie professionnelle, on va parler un peu de la vie perso. On va revenir à tes origines. Tu as grandi en banlieue de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. Grand frère, t'as un seul frère, toi ? J'en ai 2. T'en as 2. Samba, donc ? Et Seydou. Seydou. Donc les 2 sont plus grands, plus petits ? Moi, je suis le dernier. T'es le dernier, toi, hein ? Ouais. Toi, tu pouvais tout faire, c'est ça ? Tu pouvais tout faire, c'est ça ? Ceux qui ont toujours dit les 2 grands frères, non, c'est une rumeur. T'as le droit de tout. Le plus rousté. Ouais, c'est le plus rousté. En fait, c'est ça, que tu perdais tout le temps, toi. Ouais. Tes 2 grands étaient... la bagarre, oui. Après... Comment, toi, tu l'as défini, ton enfance ? Elle était pleine. C'est-à-dire que... Elle était pleine, ça que tu as dit ? Ouais, j'adore ça. Ouais. Franchement, on a grandi dans un environnement qui est particulier à Grenoble. C'est une ville qui est vraiment spéciale. Mais... C'est quoi que tu dis spécial ? Elle est spéciale. C'est quoi comment t'as idée spéciale ? C'est que... Le caractère à Grenoble, la personnalité de la ville, les gens, c'est vraiment spécifique. Chaque ville, elle a ses spécificités. Et Grenoble, en fait, pour moi, ça a été comme, on va dire, un centre de formation. Et un bon en l'occurrence, parce que j'en garde des bons souvenirs. T'as fait toute ta jeunesse là-bas. Exactement. Tes 2 parents, toi, t'es la première génération née en France. Exactement. Tes 2 parents viennent du Sénégal. C'est bien ça. Donc, c'est bien ça. Et donc, quand t'étais plus jeune, vous n'avez pas forcément les moyens d'y retourner tous les ans. Vous y allez tous les 4-5 ans. En fait, mon père, comme c'était des voyages qui étaient un peu chers, on va dire, le coût des billets à l'époque, c'était quand même assez élevé. Et pour 5 personnes, on n'y allait pas chaque année. Mais c'est toujours battu pour qu'on ait l'opportunité d'y aller au maximum. Donc, ils économisaient pendant des années pour pouvoir nous envoyer, rencontrer notre famille, voir les gens, apprendre un petit peu la culture. Et raconte-moi un peu, ta famille, elle vient d'où exactement au Sénégal ? On vient un petit peu on est d'une ville qui est proche de la frontière mauritanienne, tu vois. Donc c'est là où c'est au nord du Sénégal. C'est à l'est.
Nord-Est. Ça s'appelle Bakel. Mon père, il vient d'un village qui s'appelle Tiabou. Quand on y allait, quand on était petit, pour que tu te fasses une idée, c'était une vingtaine d'heures de taxi-brousse. Je les ai déjà fait au fond, au milieu. Dans le taxi-brousse, c'était des 507 breaks. Ça a fait... on montait à 3 plus 3 plus 2. Ça fait 8 8 dans personnes. Une 507 ouais, dans la 507, la route... ouais. Oh, donc t'étais pas grand là, t'étais petit là. Bah, jusqu'à quand même mes 15-16 ans, la route, elle n'était pas faite encore. Ça veut dire que c'était plein de trous. C'était des sacrées histoires. C'était un périple. Ouais. C'est quoi la dernière fois que tu y allais? Là, j'y suis allé au village en 2021. Génial. Mais après le Sénégal, maintenant j'y vais régulièrement. Mais justement, dans ton village de famille, 2021, combien de personnes dans ce village? Ça doit être à vue d'œil 400 personnes, 400. Je pense. 500. Donc, comment ils ont vu ton succès? C'est plus mon père qui le partage parce qu'il est actif dans la diaspora. Et après, via mon père, nous, on essaye d'agir un petit peu. Lui, ça l'occupe et il aime bien le faire. Donc, nous, on écoute papa et on fait ce qu'il nous dit de faire. Il faut toujours écouter papa. C'est un bon principe. Et donc, qu'est-ce que tu as récupéré de ces années où tu y allais? Quand tu revenais à Grenoble, où tu avais quand même beaucoup de choses par rapport à ce que tu voyais là-bas, c'est vraiment ça que tu voyais? C'était la différence entre ce que tu voyais là-bas et Grenoble? Pour que tu te fasses une idée, quand on y allait, quand on était petit, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Le matin tôt, on allait au champ, on retournait la terre, il n'y avait pas de machine. Tu vois, c'était tout manuel. Mais on s'amusait. Quand tu es un enfant, tu vas là-bas, tu construis ton lance-pierre, tu tires sur les oiseaux. Tu vois, tu joues au foot, tu arrives avec un ballon de foot, t'es le chef du village. T'es le chef du village, là. Tu gagnais. Les copains, ils viennent tout seuls, tu vois. Et donc, c'était cool. Après, en termes d'ambition, ça m'a toujours mis dans un coin de la tête. Je me disais que l'évolution que mon père, il a connue entre là où il a grandi et la vie qu'on a eue, je me devais d'essayer de produire la même croissance pour mes enfants. Et je me disais, il a fait au moins du x100, là. x1000. Donc, j'essaye de faire la même chose. Ouais, donc, en fait, très tôt, tu as eu une ambition assez démesurée, en fait. Bah, je me disais que pour être aussi bon que lui, il fallait que je fasse le même écart dans le sens de la progression. Et donc, je l'ai toujours eu dans un coin de la tête. Donc, petite pression pour tes deux enfants, hein, qui sont petits encore, mais ça va être un peu de pression pour eux. L'école, tu es un élève, et c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, moyen. Mais moyen, j'aime bien le côté moyen, parce que c'est tous ces élèves, tu dis, moi, je suis entre 10 et 12, je passe d'une classe à l'autre, comme ça. Ce que tu disais, maman est OK, elle m'en veut pas trop, elle est pas trop sur mon dos. C'était vraiment comme ça. Tu étais un peu un flibustier, en fait. T'as très bien compris, exactement, en fait. Nous, nos parents, ils veulent pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que mes parents, ils ont toujours voulu qu'on étudie parce que pour eux, leur modèle de réussite, c'est ce qu'ils ont vu de mieux dans leur milieu professionnel. C'est des gens qui ont fait des études et qui sont gradés dans les entreprises ou dans les organisations dans lesquelles ils travaillent. C'est pour ça que quand j'ai voulu être entrepreneur directement, quand j'ai eu mon master, ils ont serré les dents. T'es sûr? C'est quoi puis entrepreneur? Eux, ils auraient aimé que tu retrouves un poste solide, hein, où tu as un salaire tous les mois, c'est ça, c'était la crainte Déjà, pour les parents, pour leurs enfants, ils veulent la sécurité. Bien sûr. Et ils se sont battus pour qu'on étudie. Faire étudier un enfant quand il aime pas trop, c'est répéter beaucoup la même phrase. Donc tu fais quand même des longues études, tu fais un bac S, donc toi, tu es peut-être moyen, mais tu fais quand même un bac scientifique. Tu es peut-être moyen, mais tu continues et tu fais quand même un master, donc tu as un diplôme et c'est beaucoup d'exigences. Avec un peu de recul, toi, quand tu as des jeunes qui t'en parlent et qui disent « Tiens, moi, j'aimerais bien arrêter mes études maintenant », tu les conseilles, parce que toi, tu avais cité d'entrepreneuriat tôt. Est-ce que toi, tu t'es dit « C'est bien d'avoir eu quand même ton master, ton bac plus 5 pour toi, c'était important » ou tu conseilles, tu sais quoi, tu peux plus tôt? Je pense que quand même, dans notre approche, et surtout, moi je travaille avec mon frère, il est ingénieur en génie civil, mon frère. Il est encore plus structuré que moi. Ingénieur, tu veux dire par là, c'est-à-dire il est structuré. Exactement, moi aussi je suis ingénieur, mais je suis un peu plus freestyle, on va dire.
Et en fait, je pense que ça nous aide quand même, ça nous a aidé un petit peu, tu vois, dans notre manière de structurer les choses, dans notre approche, tu vois, pour construire la société. Mais explique-nous là, justement, là, au Tacos, c'est la première idée. Est-ce que c'est celle-là au départ vraiment que tu construis? Déjà, en fait, si tu veux, le Tacos, ça existait peut-être depuis, je pense, 2005 à Lyon. Et un petit peu avant même. Et le premier Tacos qui a ouvert à Grenoble, il a ouvert à 200 mètres de chez moi. Et j'étais un client à la base, tu vois. Et la première idée, c'est que quand on visitait d'autres villes en France, on voyait que ça n'existait pas. Mais à Lyon, ça s'était développé un petit peu comme le kebab, que par des indépendants, tu vois. Chacun de son côté, ils menaient leur barque, et ils faisaient leurs recettes, et voilà. Et là, tu te dis... Et donc, en fait, la première chose, c'est que avec les copains, c'était un lieu où vraiment on prenait du plaisir à aller. C'est pour ça qu'on a appelé ça au Tacos. Je voulais que pour les gens, ça devienne une destination. Et je voulais entendre dans la manière de parler, dans les expressions des gens, je suis au Tacos. C'est ça l'idée marketing. Quand j'ai commencé à entendre les clients se donner rendez-vous dans mon premier restaurant en disant rendez-vous au Tacos, je suis au Tacos, je suis devant le Tacos, ou utiliser le lieu comme une référence. Tu dis, t'as réussi. Je me suis dit, on a déjà une première victoire. On n'a pas réussi parce que là, en marketing, c'est pas mal, parce que le Tacos des Alliés, on peut pas dire que c'était une super idée au départ. C'est là où t'allais. C'est celui-là où t'allais. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'était le restaurant de Patrick Pellonero. Oui, qui est un de tes cofondateurs. Exactement. De Tacos. En fait, qui est à Grenoble aussi. Lui, il était à Grenoble. On était ensemble dans la même école primaire. Et le premier, nous, on mangeait, c'était le Tacos de Lyon. D'accord, donc voilà, donc tous les deux, d'accord, vous allez d'abord aller au Tacos de Lyon. Lui, il y allait, lui, il a créé le sien. D'accord, ça s'appelle le Tacos des Alliés. Il l'a vendu. Après, s'est lancé dans la communication. Moi, j'ai ouvert mon restaurant. Quand j'ai ouvert mon restaurant, on s'est rapprochés, ce qui m'a donné des conseils un petit peu pour ouvrir. Et après, quand il a été l'heure de upgrader un peu le resto, je fais appel à sa société pour refaire toute la communication du restaurant, le logo, là, les là, il faut comprendre, hein, ton restaurant, là, tu le crées, t'es à Bordeaux. Exactement. Donc là, t'es plus à Grenoble, 2011. Donc la relation est toujours... oui, j'ai compris, 2011, parce que tu vois, si je redisais 2010, mais non, c'est bien 2011. Et donc là, tu es à Bordeaux. Tu montes, c'est une tacos, on est bien d'accord. Au départ, tu te lances aussi, c'est au tacos, sauf que c'est fait avec des bouts de ficelle, c'est ça que tu dis en fait, avec peu de communication et pas de marketing. Juste avant de revenir sur la continuité de tacos, quand tu montes en 2011 au tacos, ta volonté, tu te vois comme le prochain Subway, le prochain McDonald's? Mon ambition déjà, c'est de le faire tourner, parce que le premier, à la base, je devais l'ouvrir avec un ami. Il y a eu des concours de circonstances. Et mon frère, il est venu un petit peu éteindre le feu. Et il m'a sorti d'une galère. À la base, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais pas les fonds pour faire le projet intégralement, mais j'étais bloqué. J'avais déjà commencé à financer. J'avais signé le local, le bail, tout ça. Et donc, mon frère, il me propose de m'aider. Ou je lui demande de m'aider plutôt. Et il me propose de me prêter des sous. Et moi, je lui dis, non, viens s'associer. C'est le début, et c'est là où Samba rentre dans l'aventure au tacos. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que déjà, c'est de le faire tourner, quoi. Tu auras très basique, tes premières étapes, c'est... Step by step. Ouais. Moi, j'ouvre un restaurant, j'ai mis tous mes économies dedans. Tu vois, quand j'étais étudiant, je travaillais à côté, j'ai pu épargner, je sors avec un pécule d'une vingtaine de milliers d'euros. Tu auras une banque, là? Non. Non, t'avais pas envie? Je pense que il m'aurait pas prêté. Il y a déjà, des chances. Juste pour avoir un appartement à Bordeaux. Déjà, c'était compliqué. Ouais. Juste pour avoir un appartement, un logement, c'était hyper difficile. Avec le dossier, tu sors de l'école, t'as pas de contrat, tu corresponds pas aux critères. Donc en fait, ce que tu dis là, c'est que tu t'es même pas posé la question. Tu savais de toute façon que t'allais perdre du temps, c'est ça que tu dis. Ouais. C'était pas ma volonté et je pense qu'en cash, on pouvait y aller. Ouais. Et on avait trouvé un projet, un local qui était à notre dimension, je pense. C'était à 40 000 euros. Tu vois, donc... Donc tu dis que t'avais un peu...
Ouais. Ton frère te prête un peu. Exactement. Tu dégages l'autre partenaire qui... voilà, après, ça se passe pas bien. En financement, j'avais quand même regardé les options qu'ils offraient à la chambre de commerce, tu vois. Quand tu crées ta première entreprise, tu te rapproches de la CCI. J'avais fait les rendez-vous avec eux. J'avais essayé de voir comment ils pouvaient m'aider à avancer, tout ça. Le rendez-vous que j'avais trouvé intéressant, c'était le rendez-vous avec... Ils m'avaient présenté une comptable qui m'avait aidé à faire un petit peu un business plan. C'est utile, hein, c'est utile le comptable quand tu commences ta entreprise. Exactement, parce que tu as besoin de commencer à assimiler le vocabulaire, tu vois, les bases. Je suis pas un grand expert en comptabilité, mais j'ai les fondations. Et en fait, ce rendez-vous-là avec cette personne-là, il m'avait aidé à construire les bases de la réflexion un petit peu vis-à-vis de la comptabilité. Donc là, on est en 2011. Toi, à ce moment-là, tu développes. Il y a un moment où tu te dis... c'est pas le taco, ça marche pas, il faut plutôt que je fasse un kebab ou il faut plutôt que je fasse un italien, ou pas du tout? Les phases de doute, elles sont venues, on va dire, dans la phase d'ouverture, tu vois. Ou, par exemple, t'as un mec qui a un restaurant à côté qui vient et qui goûte et qui te dit « Ah, j'aime pas ce que tu fais ». Alors que le mec, c'est une pointure dans la ville, tout le monde aime son restaurant. Il vient et dit, ouais, ton truc, bof. Putain. Tu vois, ça fait... Et en plus, toi, t'es pas bordelais. On sait que c'est une ville un petit peu fermée. Ça peut être un peu fermé. Donc, si t'as les gens qui doivent t'accepter, t'acceptent pas. C'est pareil, tu vois, tu fais ton business plan. Moi, dans le business plan, j'avais mis 700 € par jour. Je dis, bon, on va être un peu pessimiste, parce que c'est ça l'exercice. De revenu, tu veux dire? Ouais, de chiffre d'affaires. Tu vas à la banque, tu ouvres le compte, t'as même pas emprunté. Le banquier, il est là, il est grisonnant, il a de l'expérience, il te dit 700 € là-bas, monsieur Traoré. Jamais. Jamais. Donc ça fait douter, tu vois. C'est un peu plus les phrases de l'environnement extérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu as une idée, il faut éviter d'en parler, parce que c'est là que tu vas faire germer des graines de doute. Et en fait, c'est l'environnement qui crée un petit peu ces choses-là. Donc les 700 €, tu y arrives au bout du combienième de... Bah, le premier jour, on fait 80 €, donc ils peuvent avoir raison. C'est loin. Tu vois, quand il te dit, ouais, tu vas jamais faire 700, on fait 80, tu dis, bon, on va essayer de lui prouver qu'il a tort, mais il y a une part dans toi. Okay. Il t'a mis cette part de doute en toi, quand même. Exactement, mais c'est pas mauvais, parce que tu te bats contre ce doute-là et tu fais des efforts que tu n'aurais pas fait si tu étais certain. Tu vois? Tu penses que ça te permet de te battre encore plus, cette phrase qui t'a dit jamais vous y arriverez, tu t'es dit, voilà, c'est la peur de l'échec. Ouais. Tu vois, il y en a, c'est bien d'afficher sa confiance, mais la peur de l'échec, ça peut être une force aussi. Moi, quand on a fait ce projet-là, j'avais vraiment peur d'échouer. Et donc, j'ai fait plus d'efforts que je n'en aurais fait si j'avais pas cette peur-là. Donc, tes 700 €, tu y arrives à partir de combien de temps? Tu y arrives quand même. 8 mois. Wow. 7-8 mois. Mais en fait, tu vois, tu me dis, est-ce que tu as douté? Oui, sur le moment de l'ouverture, mais en fait, comme ton chiffre d'affaires, il croît petit à petit, tu te dis quand même, on avance dans le bon sens. T'es sur la bonne voie. T'es pas là où tu dois être, mais tu te dis... Bon, le premier mois, la moyenne chiffre d'affaires, c'était 150 €. Le deuxième mois, on a fait 250 €. Ce qui fait mal au début, c'est quand tu vas travailler et ça te coûte des sous d'aller travailler. Parce que... Et les charges sont plus importantes que les revenus. Exactement. Ça veut dire que tu te dis... Pourquoi? Tu te dis, ouais. Il faut être sacrément motivé. Moi, j'avais la chance, j'avais cotisé un peu de chômage, tu vois. Donc, les premiers mois... Je touchais mon chômage, t'étais auto-entrepreneur. Ça me permettait de payer mon loyer, ça me permettait d'équiper un peu le restaurant parce qu'il manquait beaucoup de choses. Non, mais il faut le dire d'ailleurs, merci Simon de le préciser, hein. La France est un pays où les lois sont assez bien faites pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs justement permettant quand tu crées ton entreprise, de continuer à toucher quand même des subsides conséquentes souvent, et parce que comme ça te permet de lancer et qu'il y a une aide en fait très directe de la part des... Après même dans ça, tu vois, il y avait des décisions à prendre parce que à l'époque, tu pouvais choisir entre soit percevoir la moitié de ton chômage tout de suite et l'investir dans ton projet, soit continuer à percevoir l'intégralité. Moi, je crois que j'avais peut-être 12 ou 18 mois, tu vois. Ouais. Et ça m'a aidé, déjà dans les premiers mois où on était déficitaire, à essayer de combler un petit peu et aussi à vivre.
On parlait tout à l'heure, et c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent, l'association. Dans toutes nos vies, que ce soit quand on est dans une entreprise, dans un couple, il y a toujours une question d'association. Dans une entreprise, là, tu n'es pas parti tout seul. On a compris que tu te retrouves à un moment ou à un autre avec ton grand frère, Samba. On va aussi trouver sur ton chemin, et on en parlait rapidement tout à l'heure, ton copain d'enfance du primaire, c'est génial, Patrick Pellonero. Et donc là aussi, il est à Grenoble, toi tu es à Bordeaux, tu lui dis de t'aider, et à un moment ou à un autre, la chose, tu lui dis, bah, on le fait ensemble. Et comment ça se passe? Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, on a refait le restaurant, on a refait toute la charte graphique, tous les menus boards, toute la déco. Là, on est en quelle année? En 2012. Donc l'année Parce qu'en fait, quand on a fait le restaurant, on l'a fait avec les moyens du bord. Et même mon œil et mon regard, il s'est développé. Parce que à la base, j'ai aucune formation dans le métier. Et j'ai fait ce que j'imaginais qui était bien, mais avec zéro expertise. Et en fait, après, quand tu commences à assimiler le métier, quand tu vas dans d'autres restaurants, tu vois des détails que tu voyais pas avant. Alors qu'au début, ton œil, il est pas avisé. Et donc, c'est là où il vient t'aider, avec son expertise à lui, son expérience. Exactement. Et donc, à un moment et d'autre, tu lui dis, bon, bah, j'ai pas de quoi te payer ton travail, donc tu prends du capital. Comment ça se passe? Il a monté une boîte en Ile-de-France de com. Il s'est associé avec Bob. Et donc, il y a le quatrième, Bob, qui exactement. est le quatrième. Ils sont associés sur la communication, ils faisaient la boîte. Et puis, ils ont commencé à bosser en Ile-de-France. Et puis, lui, il avait envie d'ouvrir en Ile-de-France un restaurant de tacos. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, mais il aurait pu le lancer tout seul. Ouais, il aurait pu, mais il m'a sollicité pour utiliser la marque. Ouais. Moi, une marque qui était très très connue partout en France à ce moment-là. Là, à l'époque, on avait 2 restaurants, tu vois. Oui. Là, on a ouvert un deuxième à Bordeaux. Avec eux, on est en 2013, tu vois. Donc là, tu vas à Tremblay, en France. Eux, ils vont à Tremblay. C'est ça. Enfin, toi, t'en as un deuxième à Bordeaux. Et là, ils s'associent à Tremblay et je leur fais une licence de marque, mais avec aucune légitimité presque, tu vois, parce que normalement, quand tu payes une marque, c'est pour sa connaissance. On est là, on est à Bordeaux, on travaille, mais à Paris, personne connaît. Et donc, mais ils sont sympas. En tout cas, c'est... Donc, ils font le premier, ils le lancent, ça commence à bien tourner, ils en font un deuxième. Ils ont fait le Bourget. Moi, j'hésitais sur quelle ville j'allais cibler après. Et en réfléchissant tous ensemble, on se dit, ouais, je vais le faire à Paris avec eux, en Ile-de-France. Et là, je te repose avec la question, à ce moment-là, vous allez voir les banques à ce moment-là? Non. Donc toujours pas, autofinancé. Exactement. Donc là, ça y est, les 700 € par mois, ça y est, vous y arrivez. Ouais. Donc ça vous permet en fait de financer... Non, les 700 € sont passés là. Ils sont passés là. Ça, c'était les trucs, on y est bien avant, les jeux de 2012. Exactement, là c'est arrivé mieux. Alors, ce que tu fais aussi, c'est que d'ailleurs, vous prenez des endroits qui sont pas terribles, qui sont pas très chers en location. C'est un peu sur votre système. Et grâce aux réseaux sociaux, à la communication, au travail que vous faites... Au début, franchement, entre 2011 et 2014... c'est vraiment la force du produit. Tu vois, le produit, il a vraiment sa particularité, il est différent. Et c'est lui qui crée la croissance. Comment tu le définis, le produit en 2014? Il est clivant, parce qu'il n'y a rien qui y ressemble. Une des grosses forces d'Otacos, c'est quand souvent on arrive quelque part, on voit un produit qui est différent, on définit le standard de goût chez le client, et on a un produit qui est fort. Et pour vous, c'était quoi ce produit fort? Le tacos. Oui, mais tacos, mais il en existait d'autres, des chaînes de tacos. Mais non, parce que en fait, c'était régional. Ouais. Quand on arrive à Paris, il n'y a personne qui a jamais goûté, hormis les Lyonnais qui sont en Ile-de-France. À l'époque, ce que tu dis, qu'en 2014, tu arrives, il n'y a pas de tacos à Paris. Les gens parisiens, il n'y a aucun tacos. Aucune chaîne de tacos. Il y en a un qui a ouvert en même temps que nous, un Lyonnais en plus, et il a ouvert à côté de moi à Ivry. Il est encore le tacos là-bas ou il n'existe plus? Je sais pas. On a mis la poudre. C'est parti. Donc l'association à 4, ça se passe comment? Parce qu'au départ, tu pars seul, ton frère, ton meilleur pote. Là, c'est quand même très compliqué. Souvent, travailler avec son meilleur pote, c'est chaud. Un pote d'enfance, c'est quand même compliqué. Sa famille, c'est aussi compliqué. Donc, si tu me dis que tout a été parfait tout le temps, j'aimerais y croire, mais... Regarde, je vais te dire la vérité, même avec mon frère. Mon frère, au début, il travaillait à l'étranger, tu vois, sur les premières années. Il travaillait au Turkménistan et il venait et il m'apportait son regard.
Mais quand tu es là, tu fais des semaines de 70 heures. Il y a une personne qui arrive, qui voit tous les défauts de ton travail et qui te dit, ouais, mais ça, c'est mal fait. Tu vois, moi, quand mon frère est reparté, pendant 24 heures, 48 heures, j'avais plus de force. Et après, je me dis, bon, au final, il a raison. Il a raison. Bah ouais. Et comme il a raison, après, il faut changer, quoi. On upgrade. Il faut évoluer, quoi. Exactement, tu vois, on est passé de... Tu vois, quand même, quand tu prends Otakos, la première cuisine Otakos, le premier jour, on fait 80 €. Et la particularité en restauration, c'est que à chaque fois que ton chiffre d'affaires, tu fais un record, on va dire, ou que tu atteins un chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait, ton organisation et ta cuisine, elles ne sont pas faites pour faire ce niveau-là de chiffre d'affaires. Et la difficulté, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu bats un record, tu prends un bouillon. Aujourd'hui, les cuisines de Otakos, elles sont capables de faire plus de 20 000 € par jour. Tu vois? Donc, ça a été une évolution. Exactement. Là, moi, je te parle des records, hein, c'est pas la moyenne. mais on aimerait bien. On a eu des pointes et c'est tout ce que je souhaite. Et quand tu me dis, explique-nous un peu pour tous les gens qui peuvent créer ou veulent créer parfois des franchises ou rentrer dans la restauration. Quand tu trouvais les endroits, souvent on dit la localisation est essentielle. Toi, j'ai l'impression que parfois c'était vraiment, tiens, là-bas ça a l'air pas mal, ou j'ai entendu. C'était quoi votre stratégie? Et il y en avait une stratégie ou pas du tout? Ben déjà, au début, tu vois, comme tu es le seul à vendre le produit, le client, il vient à toi. D'accord, donc en fait, où que tu sois... au début. Mais après, même nous, on a constaté un phénomène dans la croissance. Parce qu'il y a eu un moment où, après, quand on avait bien maillé, par exemple, l'Île-de-France, là, les points de vente qui avaient des emplacements moins bons, ils ont commencé à souffrir. Il a fallu gérer ça. Tu vois? Donc, ça arrive, au moment où ça arrivait, justement, en parlant de concurrence, toi, tu t'es vu, quand tu regardais le marché sur la concurrence du fast-food, ou tu voyais plutôt la concurrence du tacos? Toi, en face de toi, tu voyais plutôt d'autres chaînes de tacos, ou tu voyais plutôt un McDonald's et un Quick? Ou tu ne posais pas tellement la question à ce moment-là? Tu t'avançais de toute façon? Jusqu'au seuil où on dépasse tous les autres qui faisaient du tacos, on regardait. Même après, on a toujours veillé un petit peu. Mais moi, par exemple, dans ma manière de réfléchir, tu vois, je me disais, tu vois, quand on n'avait pas des niveaux de chiffre d'affaires élevés, je me dis comment on va faire mieux que nos concurrents. Tous les jours, ils font plus d'argent que nous. Ils ont plus de l'argent, c'est de l'essence. Ça fait tourner le moteur, tu vois. Ça peut t'aider à développer ta société, ça peut t'aider à mettre en œuvre tes idées. Et t'es là, tu fais moins de chiffres, tu gagnes moins d'argent. Tu dis, mais comment on va les battre, en fait? Huile de coude, hein. Ouais. Là, tu dois t'y mettre. Hein. Ouais, il faut s'y mettre, il n'y a pas le choix. Mon grand frère, il me disait souvent, dans un secteur concurrentiel, si tout le monde donne 100%, tu donnes 110%, t'éclates tout le monde. Toi, dans tout ce que tu as vécu, ce qui est toujours aussi important, c'est quelles sont les erreurs que tu as pu commettre. Et là, dans cette histoire-là... Une tonne, ça rentre pas dans le podcast. Il faut c'est 2 heures. 2 heures. Celle où tu t'es dit, ou aujourd'hui tu dis juste, celle-là, elle est quand même grosse, et c'est fou que tu sois tombé dans le panneau, ou celle où tu dis, j'ai fait une erreur qui m'a fait tellement de bien parce que ça m'a fait réaliser quelque chose. De nouveau, en conseil pour nous, ou pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais comme des conseils des erreurs? Parce que moi, souvent, et tu le sais, je dis qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. C'est important d'assumer ces erreurs, de les verbaliser, et puis d'en faire quelque chose. Parce qu'en effet, si tu n'en fais rien... Tu vois, les erreurs, elles sont là. Je vais plus parler de dynamique. C'est pas Là, je vais pas te parler d'une erreur, mais plutôt d'une bonne chose qu'on a faite. À la place de se focaliser sur nos erreurs, nos erreurs, on sait ce qu'on fait mal et on y travaille, tu vois. Moi, 80% de mon travail, c'était d'arranger ce qu'on fait pas bien. Et 20%, c'était d'améliorer ou de travailler sur les choses qu'on fait bien, tu vois. Donc, je passais énormément de temps à essayer d'améliorer tout ce qui va pas dans la société, toutes nos erreurs, tout ce qui est perfectible, tu vois. Mais... Le vrai gain, c'est aussi de savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est bon pour le futur de la société.
Donc, toi, ce que tu faisais, c'est que tu passais la majorité de ton temps à essayer d'améliorer ce que tu faisais pas bien et une minorité de ton temps d'améliorer ce que vous faisiez bien. C'est ça que tu dis, Exactement. en fait. Mais il n'y a pas quelque chose que tu dis, de nouveau, comme conseil, il y a un truc que tu as fait ou que tu as mal fait, que tu dis, tiens, là, avec un peu de recul, je l'aurais fait différemment ou j'aurais pris une voie différente. On est sorti avec une balance positive, tu vois. C'est ce qui est. Donc, tu vois, l'essentiel dans le truc, tu vois. C'est d'arriver à avoir comme plus tu d'argent, sais très bien, tu connais énormément de parcours. Le but, c'est de créer quelque chose qui est positif, tu vois. Et on y est arrivé. Donc, je ne vais pas surligner quelque chose en particulier. On va en parler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je disais en introduction, tu n'y travailles plus. Ça va être aussi intéressant de parler justement de ce départ et ce nouveau départ après 10 ans à construire, à cravacher, à vivre, à suer au tacos, à manger au tacos. Tu mangeais tous les jours au tacos d'ailleurs? Les premières années, j'en mangeais presque 2 par jour. Non, parce qu'en fait, j'avais tellement à cœur que le produit plaise aux clients, mais aussi à savoir le résultat de ce qu'on produit, qu'au moins 1 fois par jour, j'en mangeais un déjà pendant facile 3 ans. Tu fais les calculs avant, j'étais un client. Donc, vous avez pas mal de tacos que tu as ingurgité. Bouche à oreille, donc on parlait de communication. C'est une raison pour laquelle ton ami d'enfance t'avait rejoint. Cette communication a été importante dans votre développement, puisque vous avez pas mal poussé ça. Moi, il y avait 2 sujets sur cette communication qui m'intéressaient. C'est ce que vous avez imaginé avec ces giga tacos. Tu nous en parles un petit peu, parce que là aussi, beaucoup de gens se posent la question, beaucoup d'entrepreneurs se disent, mais comment arriver à me différencier un peu, comment les gens peuvent se souvenir de moi? Et puis je crois que tu as aussi, est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Je crois qu'il y a eu un rappeur qui a eu aussi, qui a parlé de toi. Donc tu peux nous raconter ces 2 éléments est-ce qu'ils ont été si importants que ça pour votre croissance? Dans l'entrepreneuriat, il y a une chose, c'est le timing. Et ça, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois sentir les choses pour ton entreprise, essayer de lui donner la bonne orientation. Mais le timing, toi, tu penses que c'est le bon, mais on ne sait jamais, en fait. Tu vois, c'est là que je dis, c'est le bon Dieu, tu vois. Donc, cette notion de timing, nous, on a eu des timings à des moments, c'était incroyable. Raconte. Déjà, le Giga Tacos, pour nous, ça a été un déclic. Parce que, tu vois... Raconte, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi ton Giga Tacos. C'est un concours qu'on faisait le jeudi soir avec les clients. Si tu finis... Écoutez bien, c'est un concours intelligent, là. Si tu finis, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu finis? Parce qu'il faut que tu racontes. Un sandwich de 2,5 kg avec 5 viandes dedans. Viande hachée, escalope, cordon bleu, nuggets. Et donc voilà, donc en gros, un peu compliqué, le temps moyen pour finir ce tacos, ce sandwich, c'est de plus de 3 heures. Ah, mais j'ai déjà vu un record à 23 minutes. Hein. 23 minutes et ses copains, ils nous ont dit, il avait mangé au flunch à 17h. Et donc, il avait... Donc, je sais pas combien de coûtent tes enfants, mais moi, j'ai fait les calculs. J'ai dit, c'était un enfant comme ça. T'es mal barré. Toi, tu l'as déjà fait? T'as déjà essayé de le manger? Non, moi, j'ai donné suffisamment déjà. Mais qui a eu cette idée-là? C'est Patrick. On en parlait, on voyait un petit peu ce qu'il faisait aux États-Unis, les concours. Il avait déjà fait, mais pas sous forme de concours, je crois, au Tacos des Alliés. Il faisait un giga tacos, mais pas sous forme de concours. Il le vendait peut-être 22 €, je crois. Et là, chez Otacos, on l'a fait sous forme de concours. Et en fait, pour ta compréhension, tu vois, ils ont ouvert les 2 restaurants. Et à ce moment-là, quand on a fait les 2 restaurants, ils en avaient 2, on en avait 2. J'ai ouvert le 5e à Ivry, ils en ont ouvert un 6e. Et nous, en fait, on avait énormément de sollicitations des clients. Ils nous demandaient si on faisait de la franchise. Bien sûr. Tu vois? Donc, on avait des sollicitations. Et c'est à ce moment-là, à force de voir les sollicitations, naturellement, on s'est dit, si on faisait de la franchise. Et c'est là qu'on s'est associés. À ce moment-là. En fait, au début, on était... C'était 2-2. Et à ce moment-là, vous associez. Et là, exactement. Vous dites, on va franchiser une franchise au tacos. Et là, vous allez vous développer donc beaucoup plus rapidement, évidemment. C'est le principe des franchises. Exactement. Pour revenir au Giga Tacos, l'artiste, tu connais? C'est un chanteur de rap. Il nous a relayé le Giga Tacos sur ses réseaux. Ouais.
Son community manager, il l'a mis dans une de ses stories Facebook. Il t'a pas demandé des participations capitales en écge? Il aurait dû. Après, il est revenu. Il aurait dû. Non, je l'ai croisé, je l'ai remercié. Ouais. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, dit de rien, et il m'a dit ça fait plaisir que de voir la reconnaissance, tu vois. De voir que. Faut savoir dire merci. T'as raison. Exactement. Faut savoir dire merci. Beaucoup. On s'est croisés au hasard. Je suis allé le remercier. Ça. Donc l'artiste poste ça et tout d'un coup. Et en fait, on voit que du jour au lendemain, on n'arrivait pas à mesurer l'impact des réseaux sociaux. Il n'y avait pas de métriques, pas d'outils. Donc, on faisait un petit peu de communication. On voyait que le Giga Tacos, il prenait un petit peu, mais c'était pas pour nous, c'était mineur dans le chiffre d'affaires, tu vois, le concours. Mais quand il l'a posté, les niveaux de chiffre d'affaires, ils ont pris peut-être 50% du jour au lendemain. Et moi qui a connu la croissance naturelle du produit, tu vois, ça grandit, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est passé... Croissance organique, on appelle ça. Exactement, voilà, croissance organique, on faisait un petit peu de com, mais sans plus, tu vois. Et là, la folie. Et là, on voit que l'impact de la communication, donc on se dit qu'il faut pousser. Et on a fait un essai sur le restaurant d'Ivry, j'ai dit, on va l'ouvrir sans faire aucune communication, on va juste tester avec les réseaux. Et là, le premier jour, on fait 800 € à Ivry. Tu vois, 800 € contre 80 € à Bordeaux, tu mesures un petit peu l'impact du truc. Et à l'époque, personne n'en faisait de la communication sur les réseaux. Et c'était le moment où Facebook, ils ont créé les pages. À l'époque, nous, nos restaurants, ils avaient des profils comme si c'était des êtres humains, tu vois. Sauf qu'on mettait un resto dessus et après, ils ont créé les pages et ils ont créé la publicité. Et c'était pile dans notre timing. Tu vois, quand on parle de timing, c'était pile dans notre timing. Pourquoi? Parce que quand tu arrives au début de quelque chose, c'est pas cher. Ça veut dire qu'à moindre coût, on avait une visibilité énorme. Donc là, ça te permet de grandir, votre notoriété s'accroît, et le coût de la communication, pour le résultat, il est faible. Avant que les gros ils viennent faire monter les prix. C'était parfait pour vous. Vous avez une bonne période. Donc là, tu fais franchise. C'est combien de franchisés? Là aussi, vous y connaissez rien du tout. Déjà, juste pour ouvrir le compte de la franchise, ça m'a pris 6 mois. 6 mois, je me faisais refuser dans toutes les banques alors que je demandais même pas de financement. Pourquoi, d'après toi? Ils n'aimaient pas le tacos? Peut-être délit de faciès ou... Je sais pas, parce que quand même, mon premier compte, je l'ai ouvert, j'étais adolescent. Pour moi, ouvrir un compte, j'estime que ça doit pas être quelque chose de compliqué. Mais après aussi, peut-être que les interlocuteurs, ils comprenaient pas ce qu'on fait, en fait. Je leur ai dit, on ouvre une société de franchise. Et après, à force de forcer, j'ai réussi à ouvrir une banque, t'avais confiance? Compte. J'avais 80 000 € de chèques de droits d'entrée à encaisser. On en avait besoin pour travailler. Ils sont restés 6 mois à la maison. Ouais. Donc là, tu as ton compte. Et là, tu as les gens qui viennent te voir en disant bonjour Sylvain, j'aimerais bien devenir franchisé. Avant le compte, on avait déjà les demandes. Nous, on a fait les demandes. On avait des gens, des entrepreneurs qui se sont rapprochés de nous et qui souhaitaient ouvrir des restaurants. Donc, on a commencé à s'organiser pour travailler, construire la société franchiseuse. Et on a mis peut-être 6 mois à ouvrir les comptes, mais en parallèle, on avait avancé avec ces personnes-là. On avait trouvé des locaux, ils avaient commencé à faire leurs travaux. Dans quelle année, là? Je fais attention sur les années avec toi. On est en 2015. On a commencé à travailler sur la franchise. Ça nous a mis 6 mois entre le moment où on a commencé à travailler. Il est où ton premier franchisé? Il est où? Quelle ville? Évry. Évry, d'accord. Évry, c'était 3 jeunes diplômés. 3 jeunes diplômés. Ils ont... Ouais, moi, j'aime beaucoup les... Ils étaient clients comme moi, j'ai pu l'être. Et... Moi, j'aime bien le modèle des franchises. Je trouve que c'est un modèle assez pertinent pour pas que des jeunes, des gens qui, parfois en reconversion, t'en as eu beaucoup, hein, des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui voient un intérêt de rencontrer des clients, s'ils aiment bien le produit. C'est un beau modèle sans prendre un risque absolu de lancer ce que tu as fait toi. T'as pas le risque financier, mais t'as quand même une responsabilité vis-à-vis du franchisé. Mais tu sais déjà que le produit fonctionne. Ouais. Quand toi, tu es lancé au tacos à Bordeaux... Exactement, premier jour du franisé à Évry, je vais vous donner ces chiffres. Je crois qu'il a fait 2800 €. Tu vois. Mais c'est moi qui étais dans la cuisine avec eux. Tu avais une chose quand tu voyais un franchisé ou quand tu voyais une demande, il y avait une chose que tu regardais, tu dis,
lui, ça peut être un bon franchisé? Déjà, la première chose d'un franchisé que j'attendrais, c'est qu'il donne de l'amour à la marque, qu'il comprenne son environnement, qu'il soit force de proposition. Ce qui était bien avec les franchisés d'Evry, c'était qu'ils étaient force de proposition, ils étaient ultra carrés. T'avais un âge que tu préférais? Limite trop carré, ouais, parce que et toi, ils avaient l'exigence de McDonald's, mais on avait 6 mois. Mais dans les mails, ils nous allumaient. Il y a un âge pour... Comme mon grand frère. Tu as l'habitude, tu dis, je sais ce que ça veut dire, vous inquiétez pas. Allez-y. Tu développes et puis là, tu commences à avoir l'aventure internationale. Là aussi, tu te dis, tiens, pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc le premier restaurant, tu m'arrêtes si je me trompe, il est à Marrakech. À l'étranger. Belgique, je crois. Et il est à Schaerbeek, là. T'as su de Schaerbeek. Ouais. Je crois que Belgique, on a fait avant. Schaerbeek, Belgique, avant Marrakech. Ou dans le même timing. Et donc là, on est en 2017. Là aussi, c'est des franchisés? En Belgique, c'est un franchisé. Au Maroc, c'est un associé. C'est un associé. Pareil pour New York. Et puis oui, alors là, tu fais Brooklyn. Hein. Moi, j'habitais Brooklyn à ce moment-là, donc on est en 2017. Mais il ne va pas durer longtemps, celui-là. Non, mais même au Maroc. Hein. Et au Maroc, on avait tout pour gagner. Encore plus qu'à Brooklyn. Tu vois, quand tu parles d'échec, pour nous, le Maroc, ça a été un gros échec. Parce qu'on avait la marque, on avait la communauté. Tu vois, nous, dans nos followers, on regardait les statistiques. On avait une communauté au Maghreb qui était énorme. Parce qu'en fait, on a remarqué que c'était une communauté qui avait une facilité à adhérer au projet. Et pourtant ça, c'est une facilité à liker aussi. Et pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle ça n'a pas marché au Maroc? Avec nos amis marocains? Le partenaire. Ah, le partenaire là-bas. Ouais. Ouais, je pense, hein. Ouais. C'est moi avec le recul de l'expérience, parce que en parallèle, il y a un deuxième tacos de Lyon qui n'est pas le même que celui de Grenoble. Il a pris le marché quand nous on devait le prendre, et il en a ouvert peut-être, je sais pas moi, une trentaine. Ouais, donc on aurait pu. Donc le produit, il aurait pu marcher. Et je pense que notre produit, il était meilleur en plus. Bon, on va parler un peu de financement. Vous allez voir un investisseur en capital. Tu as fait rentrer le fonds d'investissement Charis Capital. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi? Dans ces cas-là, à quel moment tu dis, tiens, on va faire rentrer un fonds en capital? Pour nous, c'était le timing. Le timing était bon. Tu vois, c'était la suite logique. Tu vends un peu d'argent, tu vends un peu de titres aussi à ce moment-là? Ouais. Donc tu gagnais en plus. Exactement. Sylvain, je te propose maintenant une pause amicale en rapport avec le sujet qu'on vient de traiter. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Salut Sylvain, c'est Daniel Grossman de Charis Capital. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre et de cette superbe aventure que nous avons menée ensemble à développer au Tacos. La question que j'ai pour toi est la suivante. Si c'était à refaire, ferais-tu pareil? Que peux-tu partager de ton expérience avec tous les autres jeunes entrepreneurs qui, à un moment donné ou non, doivent faire le choix de s'adosser à un partenaire financier ou opérationnel externe? Merci de partager tes expériences avec eux. À très bientôt. Merci Daniel. Donc Daniel Grossman, qui est le managing partner de Charis Capital, donc qui a fait cet investissement et qui semble ne pas le regretter. Donc ça, c'est chouette. Donc il te pose la question. Si c'était, il a 2 questions en fait, Daniel. Si c'était à refaire, d'abord au Tacos et puis de l'autre côté, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur, jeune ou moins jeune, avant de faire rentrer un fonds d'investissement? Donc merci évidemment Daniel pour tes questions. Salut Daniel déjà. Et merci pour la question. Si c'était à refaire, moi, je referais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça a été une expérience professionnelle, mais surtout une expérience de vie. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris et j'ai gagné aussi. Donc, des deux côtés, pour moi, je vois que du positif. Et je me suis construit en tant qu'homme aussi par cette expérience. Donc ça, j'échangerai rien parce que je suis toujours aussi resté en accord avec mes valeurs et mes principes. Donc, et toi, pourquoi tu penses, toi qui a connu un grand succès avec l'argent qui t'est arrivé, tu penses que là on revient sur le côté, c'est grâce à tes parents, c'est la culture de la famille, c'est ça? Bien sûr que c'est grâce à mes parents. Déjà, partir dans la vie avec une éducation
C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui naissent dans des familles ou dans des contextes où c'est pas possible. Moi, je suis né, j'ai 2 parents. Ils nous ont donné le temps qu'ils devaient nous donner et l'attention qu'ils devaient à notre éducation. Ils ont tout fait pour qu'on soit au mieux, quels que soient les moyens. Donc déjà, je pars avec un avantage dans la vie. Déjà, si tu prends un échantillon de la population, des gens qui ont eu des parents dévoués comme les miens, je pourrais pas te faire une statistique, mais c'est pas tout le monde, tu vois. Donc merci maman, merci papa Traoré. Exactement, un grand merci à mes parents. On le fait pas assez. La deuxième, c'est faire entrer un investisseur financier, il faut le faire pour les bonnes raisons. Nous, déjà, il y avait une question de timing. Pour nous, c'était le moment. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait sélectionner le bon partenaire. Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est pas trompé. Donc, on a vraiment on a eu le luxe aussi de choisir avec qui on partait. Tu vois, parce que des fois, les gens, quand ils cherchent l'argent, ils vont voir que l'argent. Nous, on a eu la chance, et peut-être qu'on l'a mérité aussi, d'avoir un partenaire qui était expert dans le métier, qui était spécialisé et qui avait aussi les fonds pour continuer à développer la société. Mais la société, elle était déjà rentable. Tu savais déjà, en 2018, quand tu les fais rentrer, qu'il y aura un plan où ils vont t'acheter complètement tout et que tu vas tout vendre après? Ben en fait, moi, ce que je pense avec le recul, en 2018, ils ont mis un pied dans l'eau. Ils ont pris la température. Parce qu'en fait, eux, à la base, ils font des acquisitions intégrales. 100%. Et là, ils ont fait une acquisition partielle. Ça ressemblait pas à leur style. Mais je pense qu'ils ont vu qu'ils étaient tombés sur un cas de figure tout particulier. Et donc, ils ont fait des concessions aussi de leur côté. Et donc, ils sont rentrés partiellement, ils ont mis un doigt de pied dans l'eau. Et puis, comme ils ont bien aimé la température, ils ont souhaité plonger. Et nous, on n'avait pas de problème avec ça. Donc, on s'est arrangé. En 2021, tu te retrouves avec une vraie notoriété. Tacos a de plus en plus de restaurants. Et là, évidemment, dit notoriété, dit parfois aussi certaines polémiques. Une polémique assez assumée par toi, on le voit depuis tout à l'heure, en fait. Le fait qu'il y ait 1500 calories, 2500 calories, c'est pas un sujet, ça n'a jamais été un sujet. Quand je vois ton gabarit, je comprends pourquoi c'est pas un sujet. Il y en a un peu moins. Hein. Non mais c'est important que tu dises, c'est vrai que moi je me souviens, j'avais lu ça, quelqu'un disait ni bio ni sain, c'est un ovni comestible. C'est, tu vois, ouais, mais pour moi, manger, c'est le plaisir aussi. Hein. Tu vois, il appartient à chacun de contrôler la quantité et comment il mange. Manger un tacos, ça va pas tuer quelqu'un, mais manger la même chose, que ce soit autant des tacos ou des carottes, si tu manges que ça, eh ben, forcément, tu vas avoir des carences alimentaires. C'est ce que tu as fait pendant un certain temps, quand même. Ouais, toi, exactement. Donc, t'as eu des cas. Mais le point, c'est quand même, comment toi, tu l'as vécu, ça? On l'a vu, moi, j'avais été assez étonné de voir McDonald's beaucoup évoluer, en particulier en France, ce qui n'est pas tellement le cas aux États-Unis, en étant ici plus vert même, tu sais, l'enseigne McDonald's ici, elle est verte, alors que toi, c'est assez beau. Toi, à un moment ou à un autre, tu t'es dit, il va falloir quand même qu'on fasse attention. Parce qu'on quand même on a une responsabilité importante du bien public. Là, c'est la santé publique, mais c'est un truc. Et puis l'autre aussi, ça peut être potentiellement un axe où on peut peut-être perdre des parts de marché ou pas vraiment. Non, je pense pas. Moi, je pense que déjà, comme je t'ai dit, manger, pour moi, ça correspond au plaisir. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a diversifié aussi la carte. Tu vois, on a proposé des salades. Maintenant, libre à chacun de choisir ce qu'il veut manger. Mais là, dans nos restaurants, les options, elles étaient disponibles pour tous. En 2015, on a commencé à faire des salades. Pour moi, c'était un menu, il doit être complet d'un restaurant. Il doit pouvoir permettre à tout le monde de venir manger. Parce que même si on pense business, il faut pas que quand tu as un groupe, je sais pas, de 4 personnes, qu'il y en a un qui veut manger ça et l'autre pas, tu puisses perdre les clients. Donc, forcément, même dans ton menu, tu réfléchis à l'exposer d'une certaine manière où tu vas avoir le scope le plus large possible de clients à targeter. Donc, tu bâtis ce petit empire du tacos français. En 2021, Caris te dit, bon, bah, on aime quand même les chiffres, la direction, la projection. Vous, ça fait 10 ans que vous travaillez matin, midi et soir. Donc là, vous décidez de vendre vos parts, Caris les rachète. Et là, tu te dis quoi à ce moment-là? Bah nous, notre volonté, déjà, pour revenir au choix d'un investisseur, c'était
la société, je l'aurais pas laissée dans les mains de quelqu'un que je ne pense pas compétent à suivre le business. La première chose, c'est qu'ils m'ont convaincu qu'ils avaient les facultés de le faire, parce que en parallèle, c'est pareil. Chaque franchisé qu'on a signé, pour moi, j'ai une responsabilité envers eux, et ça m'aurait fait mal au cœur de voir la société dépérir parce qu'on a fait une erreur sur le choix de la personne qui la reprend. Parce qu'on a construit une histoire, on a construit quelque chose avec des gens et on avait vraiment une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux de les laisser dans les meilleures mains possibles. Donc en 2018, quand on a fait la première transaction, c'était pas l'objectif. Mais quand, après 2 ans de travail avec Charis Capital, ils ont eu cette volonté-là, nous, on n'y a pas vu d'objection pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc là, c'était publié les chiffres que vous avez de vente? Combien vous avez vendu? En France, c'est tabou. Mais rien n'est tabou. Mais là, si tu veux, on fait le podcast aux États-Unis et là, on va tout ouvrir. Et pourquoi tu les dis pas, les chiffres, ici? Parce que c'est pas dans la culture. Il y a une culture, moi, en effet, sincèrement, il y a plein de choses dans ma manière de voir le business où j'ai une approche assez américaine, tu veux dire? Américaine, tu vois, parce que je suis beaucoup un peu ce qui se fait et tout, mais je m'adapte à mon environnement. Tu dis que si tu donnais les chiffres aujourd'hui ici, les gens, ils comprendraient pas, ils pourraient être jaloux, ils pourraient t'en vouloir, ils pourraient te demander plus. Bah déjà, en tant qu'investisseur, quand j'arrive, les prix montent. Et parce que c'est ça. En fait, en 2021, quand tu quittes, tu sais déjà ce que tu vas faire après? Tu as déjà une idée? Déjà, quand j'ai arrêté, il y a eu le Covid. Ah, déjà, c'est... Donc, j'ai quitté la fonction de président en mars 2020. Covid, c'est mars 2020. Donc, bon timing, en fait. J'ai pas fait exprès. En tout cas, ça marche. Ouais. Et moi, le premier confinement, je me suis pris pour un athlète de haut niveau, je crois. Qu'est-ce que t'avais alors? Du sport à fond. Franchement, je me suis remis en forme. J'ai fait du sport. Moi, quand j'ai vu les statistiques, ils disent les gens, ils ont pris du poids. Hein, moi, j'étais... T'avais réussi à arrêter de manger les tacos, hein? J'en mangeais aussi de temps en temps. Fermé, tu faisais chez toi? Je faisais tellement de sport que je pouvais manger ce que je voulais. Là t'étais habité, c'est important aussi, t'es habité Paris, puisque toi, j'habitais à Bordeaux après. T'es reparti à Bordeaux déjà, donc. 2020. Donc t'as fait 2014-2020 à Paris, puis là t'es reparti habiter dans le nord de Bordeaux, enfin juste une agglomération juste à côté de Bordeaux. Ouais. Donc ça, t'étais bien là-bas, t'étais à l'air libre. Ben, j'ai eu de la chance, j'avais de l'espace pour le confinement. Et donc, comme je t'ai dit, j'en ai profité pour faire du sport. Et commencer aussi à réfléchir exactement à ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai commencé à assimiler un nouveau métier, qui est l'investissement. Tu vois, tu peux être le meilleur fondateur du monde. Des fois, tu vas être le plus mauvais investisseur. Donc, j'ai commencé à comprendre, à apprendre comment je devais investir et commencer à faire des choses. Donc, tu deviens investisseur. On va s'arrêter 2 secondes, Slimane, et je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute. Salut Slimane, c'est Gallo. J'ai une question pour toi. Maintenant que vous avez tout arraché dans le milieu de la food avec Otakos, Patrick Pellonero, ton frère et enfin tous tes associés, est-ce que maintenant tu te vois encore entreprendre des nouveaux projets ou tu veux revêtir essentiellement la casquette d'investisseur? J'ai déjà ma petite idée, mais je te pose quand même la question. Allez, force à toi, à très vite, bye. C'est notre pote Gallo Diallo qui est le fondateur et président de cette agence qui s'appelle Smile Conseil, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui était ici sur ce podcast il y a quelques temps de ça. Que je salue et avec qui on a travaillé au Kotakos en plus. On a fait pas mal d'opérations avec Smile. Alors, tu réponds à cette question. Il a l'air de douter que tu puisses être investisseur toute ta vie. Ça gratte. Ouais, ça gratte, hein. C'est ça la réponse, ça gratte. Parce que, en fait, on a toujours... En fait, quand tu goûtes à un rythme, tu as besoin de toujours avoir de l'intensité. C'est un peu comme une drogue. Mais après, même dans l'investissement, tu peux atteindre un certain rythme où
tu sens que t'es overbooké. Hein. Donc Gallo, t'as entendu, ça gratte. Donc il y a quand même des chances qu'il reste pas investisseur toute sa vie. Il continue à être investisseur, mais pas que. On a assez peu parlé de diversité avec toi. On a assez peu parlé, on a parlé rapidement, à un moment peut-être qu'un banquier avait peut-être un petit souci avec toi. Comment toi tu le vis ça? Tu l'as quand même assez souvent parce que toi t'en as potentiellement une double diversité ici ou différence. C'est que tu es noir et deux, tu viens de province. Et tu as réussi quand même dans un monde qui est assez parisien. Et les premiers que tu as montés, toi, tu le vis aujourd'hui comme une fierté? Déjà, on a l'étiquette de banlieusard. Ouais. Et comme tu l'as souligné, je suis pas de Paris. Ça veut dire que à Paris, je suis un provincial banlieusard. Tu cumules, provincial, là. Quand il le dit, c'est un peu paysan. Ouais, c'est un peu péjoratif, ça, quand le Parisien voit ça. Ouais. Donc, tu vois, on a appris... Après, la force qu'on a eue, c'est qu'on a appris à s'adapter à l'environnement. Tu vois, Paris... Pour toi, c'est que de l'adaptation. Il faut savoir s'adapter. C'est une force d'adaptation. Tu vois, par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu travailles entre différents pays. Nous, on l'a fait aussi. Mais, par exemple, ce que je regarde, par exemple, quand je vois ton parcours, c'est que tu le fais aussi en franchissant la barrière des langues. Ça, c'est des défis que j'aime bien ou la langue à Grenoble, la langue à Grenoble et la langue à Paris est assez similaire. Comment? La langue Grenoble, justement, même nous, les pays où on a été les plus successful, c'est des pays francophones. Ouais. Tu vois, mais franchir, c'est... Déjà, à chaque fois, en tant qu'entrepreneur, à chaque fois que tu franchis une frontière, tu te confrontes à un nouveau système de loi, des nouveaux interlocuteurs, des nouveaux acteurs locaux. Donc, il faut assimiler l'environnement. Et quand il y a la langue, c'est encore plus. Pire. C'est plus compliqué. Et toi, un conseil pour des gens, jeunes ou pas jeunes, qui se disent aujourd'hui, qui se limitent, ou qui peuvent se limiter en disant « Je ne suis pas de la bonne région, je ne suis pas de la bonne ville, je ne suis pas de la bonne ethnie, je ne suis pas du bon genre ». Toi, est-ce que toi, tu t'es posé la question? Toi, tu t'es même pas posé la question. Le doute n'existait pas. Non, t'avances. Des situations, j'en ai vu des tonnes. Mais déjà, depuis le début, je suis formaté. Et grâce aussi à ma maman, elle me disait toujours « bats-toi 2 fois plus ». Donc, on est confronté à des situations au fur et à mesure qu'on avance. Mais il ne faut pas se victimiser. Il faut juste mettre plus de force. C'est pas facile pour tout le monde, quand même. C'est pas facile, parce que déjà, quand en tant qu'entrepreneur, tu es confronté à plein de paramètres à gérer. Le vent, il est contraire. Et si on y rajoute ça rajoute un peu, mais tu ramer plus fort. Et après, les bras, ils seront bien musclés. Ouais, et je vous le confirme, hein, quand je vois les bras de Silman, là, ils sont costauds. Hein. Je vous propose maintenant une pause musicale. Silman, quelle est ta chanson culte? En ce moment, je suis Shaq et Kobe. C'est Rick Ross avec Meek Mill. Mais après, ma musique préférée, j'en écoute trop pour t'en dire une. On va écouter un extrait. Niggas wanna see you lose when you're making moves. We bringing tools in any rooms, we try to break the rules. Niggas is haters, they ain't goons, we try to make a fool. I never thought I'd make fours before I made the news. Having a threesome with some bitches, it still ain't amused. I pick and choose, put on my juice like I live. Silman, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.